Aujourd'hui, on va parler d'un métier que je sais que tu ne connais pas, tout comme moi je ne le connaissais pas, celui de chef de secteur. Qu'est-ce que c'est? Comment on en arrive là? Eh ben, on va suivre le parcours de Charlotte Philippe qui va nous en parler en long et en large. Donc, si cela t'intéresse, n'hésite pas à regarder. Il faut savoir que Charlotte est arrivée là non sans difficulté. Elle a vraiment bataillé dur. Elle a eu des moments difficiles, mais elle a tenu le coup. Donc, écoute cette vidéo, partage-la à quelqu'un et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Eureka Talent. On se retrouve encore une fois pour découvrir un nouveau métier, une nouvelle personne, une nouvelle expérience. Donc aujourd'hui, on va accueillir Charlotte Philippe qui va nous parler de son parcours. On va la découvrir ensemble. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va. Merci d'être venue. Ça me fait plaisir de t'avoir. Merci à toi. Tu vas déconstruire un gros préjugé qu'on a. Donc ça va bien se passer. Je vais t'expliquer un peu ce qu'on va faire. On a 4 rubriques. Donc, la première, c'est te connaître, savoir ton nom, ton prénom. Après, ton parcours, donc ce que tu as fait jusque-là. Et la troisième partie, c'est surtout ton métier. Donc, ce que tu as fait, ce que tu fais au quotidien aujourd'hui. Et la dernière partie, c'est une surprise. Ok. Donc, voilà, ça va bien se passer. Généralement, les gens n'aiment pas les surprises. Donc, ça va aller. Donc, Charlotte, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Charlotte Philippe, j'ai 30 ans et je suis française d'origine portugaise. D'accord. Et je suis chef de secteur. Super. Quelles sont les grandes lignes de ton parcours, s'il te plaît? Waouh. Alors. Ça fait beaucoup de choses, on dirait. Oui, il y a plein de petites choses différentes. J'ai commencé à travailler quand j'avais une quinzaine d'années. Je travaillais sur les marchés avec ma maman parce qu'elle vendait des vêtements. Ok. J'ai été aussi agent d'entretien. Également, bon, ça c'était en parallèle avec mes études, pardon. Et donc j'ai fait un bac STMG. D'accord. Quand j'ai obtenu mon bac, j'ai fait un BTS commerce international. Ok. Donc là j'ai fait que 1 an parce qu'en fait j'ai pas pu en fait faire le stage à l'étranger. Ok, c'était trop dur de trouver. En fait, je suis allée au Portugal et en fait, là-bas, ils comprenaient pas pourquoi c'était les étudiants qui allaient chercher leur stage. D'accord. Parce que là-bas, en fait, C'est vraiment, différent. oui, c'est différent. Et bon, je t'avoue que j'aurais aimé le faire en Angleterre, mais après, financièrement parlant, c'était pas possible à ce moment-là. Donc voilà, quand je suis rentrée, l'école m'a proposé de continuer la 2e année et de faire le stage sur cette 2e année. Mais j'avoue que j'ai préféré changer en fait. D'accord, t'as fait quoi? Du coup, j'ai fait un BTS MUC. D'accord. Ouais. C'est Management des unités commerciales. Et aujourd'hui, ça s'appelle MCO. Oui, c'est ça. Voilà. Je suis bien informée. Et après ça, après ce BTS, qu'est-ce que t'as fait? Alors, après ce BTS, j'ai travaillé durant 2 ans et demi à peu près. Ok. J'étais conseillère de vente. Ok. Et en fait, je voulais continuer mes études, mais si tu veux, chercher une alternance, et c'était très compliqué de trouver une alternance. Mais alors avant, je sais qu'aujourd'hui il y a des applications, il y a ce genre de choses comme LinkedIn et tout. Voilà. Avant, bon, je pense que non, il n'y avait pas LinkedIn avant, donc c'était il y a une dizaine d'années. Mais en tout cas, il y avait Indeed, ce genre de choses. Mais c'était moins connu aussi, tu vois. D'accord. C'était moins connu et je me rappelle que quand j'appelais aussi les entreprises, je devais aussi parler de... Mais vous savez, il y a des aides de l'État. D'accord. Parce qu'ils n'étaient même pas au courant. Ils ne savaient même pas en fait. Non. Donc tu devais chercher ton alternance et expliquer que oui, en fait... c'est ça. Waouh. Je devais leur montrer la plus-value de me prendre. Pourquoi te prendre? C'est ça. Et après ça, il n'y avait pas beaucoup d'offres en fait. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps. Et j'ai trouvé donc au bout de 2 ans et demi à peu près. Et ça m'a permis de faire une école de commerce. Oui. Wow. Oui. T'as tenu le coup. Hein. Je sais pas comment j'ai fait, hein, mais ouais. Je pense que tu voulais absolument aussi. Tu étais dans ton. Ah oui, j'étais focus au travail aussi. On me disait, mais Charlotte, viens, je te fais des formations, comme ça tu évolues. Mais moi, dans ma tête, je voulais pas. Je savais que je voulais absolument reprendre les études. D'accord. Parce que je voulais pas faire un métier dans un magasin, en fait. Ok. Et un métier de substitution par rapport à ce que tu veux voilà, vraiment par rapport faire, à ce que En fait, je m'ennuyais dans mes journées et je voulais absolument pas un métier où je m'ennuie, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est important. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait comme étude encore? Donc, ces 3 années d'alternance m'ont permis d'avoir un master commerce et marketing. D'accord. Et là, c'est bon. Plus d'études. Oui, c'est bon. T'es sûre, plus d'études? J'avais 26 ans quand j'ai terminé mes études, oui, donc c'est bon. Ah oui, là je voulais travailler. Bon, je travaillais en alternance aussi, mais là je voulais vraiment aussi bien gagner ma vie et tout.
Ok, ben, t'as trouvé ta voie, hein. Oui. T'as tenu jusqu'au bout, ça s'est bien passé. Donc tu fais un bac STMG. Mhm. Pourquoi tu fais un bac STMG? Alors, le bac STMG, je l'avais choisi parce que on apprend en fait à connaître le monde de l'entreprise, de l'organisation. On a des bases aussi en droit, en gestion. Donc voilà, je savais que je voulais pas faire de médical ou quoi. Donc STMG, c'est ce qu'il faut pour moi. Et en fait, je sais que tu sais, hein, mais ceux qui vont en bac STMG, on se dit, ouais, mais en fait, ils sont nuls, ou c'est des personnes qui ont un dossier social assez important, ou ils sont considérés comme, genre, pas intelligents, tu vois. Donc, il y a beaucoup de préjugés dessus. Et ça fait que certaines personnes ne veulent pas aller en STMG, pourtant, c'est la seule passerelle par laquelle il faut passer pour faire le métier qu'ils veulent faire. Donc, ils se disent, non, ils vont me taxer de tel, alors que pas du tout. Donc, toi, qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi, selon toi, hein, si tu sais, il y a tous ces préjugés et tout? Il est vrai que, je me rappelle dans ma classe, il n'y avait pas que des personnes qui voulaient faire du commerce, il y avait des personnes aussi qui ne savaient pas forcément ce qu'elles voulaient faire. Okay. Donc ça, c'est vrai. Mais après, en tout cas, ça donne vraiment de bonnes bases. Et moi, personnellement, ça m'a permis d'avoir des super moyennes. Ah bon? Oui. Ok. Tu vois, quand j'étais en seconde, j'avais, je crois, 10, 11. Mais en STMG, j'avais 14, 15. Parce que c'était vraiment... ça me plaisait. J'apprenais vraiment des choses qui m'intéressaient, en fait. Donc... je dirais pas qu'il faut pas y aller. Au contraire, il faut y aller si c'est vraiment ce qui va permettre d'être plus à l'aise après dans la continuité de ses études. C'est ça. Et en plus, moi personnellement, ça m'a permis de prendre confiance et tout. J'étais trop contente quand je voyais ces moyennes-là. Ouais. Mais c'est bien, hein, c'est que tu déconstruis tout ce qu'on pense. On se dit, non, ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ont pas de bonnes notes. Mais toi, t'avais pas de bonnes notes, mais c'est cette classe-là qui t'a révélé, exactement. En fait, finalement. Voilà. C'est super. Oui. Et est-ce que c'est parce que tu es allée sur le marché avec ta mère, que tu vendais déjà un peu, depuis que tu as 15 ans, ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé, qui a fait que tu te dis, moi je vais aller faire STMG et puis je vais continuer ma ligne dans le commerce? En fait, moi, il y a eu deux choses. C'est que j'ai une amie à moi qui allait faire STMG. Oui. Et c'est vrai que c'est un âge où, si on n'est pas trop conseillé, on va les demander à nos amis, tu vois. C'est ça. Donc je me suis dit, ça a l'air intéressant et tout. Et également, le fait de voir que j'avais quand même une aisance au niveau relationnel et que ça me plaisait, en fait. Hein. Ça me plaisait de conseiller. Donc je me suis dit, voilà. Pourquoi pas? Banco, il y a tout ce qu'il faut, donc autant y aller, quoi. Cette personne a une bonne influence sur toi. Exactement. Et donc, on va parler de ton métier aujourd'hui, concrètement. Qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui, tu es chef de secteur commercial. C'est ça. Tu m'as tapé sur le doigt, tu m'as dit, c'est pas pareil, Loredana. Il faut faire la différence. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, le métier de chef de secteur, il est très spécifique parce qu'on va représenter une marque. C'est une marque, en fait, qui n'a pas son propre réseau de distribution. D'accord. Donc, un réseau de distribution, c'est quoi? C'est le lien entre le fabricant-producteur et le client. Okay. Tu vois, si aujourd'hui, tu arrives à t'acheter des pâtes dans un centre commercial, c'est parce que, justement, il y a cette distribution-là qui est faite, tu vois. Donc, en fait, le chef de secteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va veiller à ce que la stratégie commerciale de l'entreprise elle soit bien mise en place dans les réseaux de distribution. Et également, il va veiller aussi à ce que les accords nationaux soient bien mis en place. D'accord, c'est toute une logistique. Oh, oui, c'est ça. Mais en fait, là, je te parle vraiment en hauteur, tu vois. Mais dans le sens où, en fait, dans l'entreprise, tu as des personnes, on appelle ça les comptes clés, qui vont négocier avec les acheteurs. Par exemple, Auchan, tu vois. Il y a un acheteur Auchan frais. Et donc, cette personne, elle va décider de tous les produits qui vont rentrer dans le frais. D'accord. Voilà. Et en fait, nous, chefs de secteur, on va vérifier que tout ce qui a été négocié, ça a bien été mis en place. Parfois aussi, il y a des références qui sont négociées, mais c'est pas obligatoire. Donc nous, en fait, on va aller pousser la vente de ces produits-là, à dire mais si vraiment ici, ils fonctionnent super bien, il faut absolument les avoir, voilà. Okay. Donc c'est ça. Et là, je t'ai parlé plutôt de la grande surface, mais en fait, si tu veux, tu as 3 réseaux de distribution différents. D'accord. GMS, grande et moyenne surface, GSS, grande surface spécialisée, et RHF, c'est la restauration hors foyer. Donc c'est tout ce qui est restaurant, restauration collective. D'accord. Donc par exemple, tu es fabricant de pâtes, tu peux vendre tes pâtes dans les magasins, dans les grandes surfaces.
bon, peut-être pas dans les GSS, mais en tout cas en restauration hors foyer, oui, tu vas aller les vendre auprès des restaurateurs ou aussi dans les écoles pour qu'ils soient retravaillés et donnés en fait à la cantine. Ok, ok, voilà. Ça marche. On dirait pas, on voit les produits en rayon, on se dit c'est quelqu'un qui les a mis là, mais en fait c'est tout un réseau. Il y a beaucoup de choses qui se passent, oui. C'est tout un réseau. Oui. Wow. Et puis il y a beaucoup d'innovation aussi, donc on doit constamment vérifier qu'il y ait bien les innos, également les promotions. D'accord. Voilà, vous vous occupez aussi des promotions, c'est ça? Alors pas exactement. Nous, ce qu'on fait. Bon. On va directement entrer dans l'émission alors. Oui, voilà, c'est ça. Dis-nous, quelles sont les missions d'un chef de secteur? En fait, c'est ça. Donc, les missions du chef de secteur, ça va être vraiment de développer le chiffre d'affaires de la marque. D'accord. Et donc, pour ce faire, on organise en fait des tournées. Donc, moi, tous les lundis matins, si tu veux. J'aime bien parler concrètement parce que comme ça, on se comprend. Tous les lundis matins, je fais ma tournée sur qu'est-ce que je vais faire dans la semaine, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Et donc, j'appelle mes clients pour prendre un rendez-vous avec eux. Et je me prépare aussi, je vais chercher mes échantillons, je vais chercher mes PLV, c'est ces publicités sur le lieu de vente. Oui, c'est ça. Voilà, je vais chercher toutes ces petites choses-là. Et donc, quand je vais voir mes clients ensuite, donc ça peut être des chefs de rayon, ça peut être des directeurs, magasins. Quand je vais les voir, je vais passer en rayon, je vais regarder un petit peu toutes les références, voir s'il y a bien tout, voir si le prix, si les produits sont au bon prix, si, comme je t'ai dit, tout ce qui a été négocié, c'est bien appliqué, s'il y a bien des promos aussi, comme c'était convenu. Et après, on va échanger avec le client. Et en fait, l'objectif, ça va être de développer les 4 P. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Moi, oui, mais dis-le pour les autres. Donc, il y a prix, produit, promotion et place. Et donc, voilà, veiller au prix, la promotion, comme je t'ai dit, le produit, donc faire référencer les produits, le mettre en avant. Et place aussi, le fait aussi de pouvoir développer, mettre le produit sur plusieurs faciles, par exemple. Voilà, ça, c'est typiquement en GMS ou en GSS, par exemple. Mais comment tu gères... Enfin, je suppose que parce qu'il faut se déplacer, il faut aller voir. Donc, comment tu fais, en fait, dans ton emploi du temps? Est-ce qu'il y a un minimum de clients à avoir pour ne pas s'éparpiller et être efficace? Comment ça se passe? Oui, c'est ça, exactement. Okay. En fait, les entreprises, elles donnent un minimum de clients à avoir sur la journée. Et comme ça permet d'être structuré parce que, voilà, là, je t'ai parlé aussi du côté on doit prendre des rendez-vous, mais il y a aussi après les comptes rendus qu'on doit envoyer aux clients et aussi qu'on doit envoyer à la direction pour qu'ils puissent aussi voir ce qui se passe aussi sur le terrain, tu vois. D'accord. Et j'ai oublié aussi de te parler du fait qu'on a aussi notre rôle dans le sens où on peut aussi développer des promotions avec eux, mettre en place des animations, parfois refaire les rayons aussi, pour qu'ils soient plus attractifs. Enfin voilà, il y a vraiment aussi cette notion de partenariat. Ok. Donc c'est pas je viens, tac, c'est que vous discutez ensemble de ce qu'il y a de mieux pour le produit. C'est ça, exactement. Et tout à l'heure, tu as dit que... Enfin, c'est moi qui l'ai dit. Chef de secteur, c'est différent de commercial. Donc, quelle est la différence entre les deux? Commercial, c'est plutôt un synonyme pour dire chef de secteur, mais le poste d'ingénieur commercial, il est vraiment différent parce que c'est des personnes qui vont vendre leurs produits et ça peut être en B2B, en B2C, tu vois. D'accord. Auprès des entreprises ou auprès d'une clientèle de particuliers. Okay. Le chef de secteur, en fait, on est maître d'un secteur, on est responsable d'un secteur. Ça peut être une région, une ville, la moitié de la France. Et donc sur ce parc-là, en fait, tu dois vraiment gérer tes clients. Et je pense que la plus grande différence, si je me trompe pas, c'est l'aspect aussi prospection, fidélisation. D'accord. Tu vois, nous, c'est plus de la fidélisation. Et les commerciaux, de ce que moi j'ai l'impression en tout cas, c'est que c'est plus de la prospection. On peut chercher de nouveaux clients. C'est vrai. Et on dit que ce sont des vendeurs d'illusions. Voilà, les commerciaux. Si tu dis que c'est pas le chef de secteur, je prends. Non, je rigole. Est-ce que tu penses qu'ils te font acheter des choses dont t'as pas forcément besoin ou pas du tout? Non. Après, je pense que tout dépend de la personnalité, en fait, déjà. Oui, c'est vrai. En fait, il y a deux choses. C'est l'intention de la personne et puis aussi la personne en face a son libre arbitre. Donc voilà, à elle aussi de savoir dire non quand c'est non. Moi, dans mon métier, ce qui est important pour moi, c'est d'apporter la meilleure solution aux besoins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être vraiment à l'écoute, poser les questions pour savoir quel est le produit qui correspond le mieux par rapport aux besoins, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Tu forces pas, en fait, la personne, tiens, achète, parce que... Non.
Non, c'est D'accord. vraiment plus de l'écoute, ensuite de l'argumentation, parce que bon, voilà, Mais on perd pas le nord quand même, il faut vendre nos produits. Ça. Et après, on propose en fait. Oui. On propose et après, c'est à la personne de voir. Admettons, aujourd'hui, moi, je suis une personne, je suis une marque. Tu me connais pas, mais tu me découvres comme ça. Et tu veux, tu veux vendre mes produits. Donc, comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Toi, t'es une marque aussi? Oui. Genre, Ok. moi, je suis une marque et j'ai besoin d'un chef de secteur. Ok. Comment tu fais pour, je dirais pas m'appâter, mais pour entrer en relation avec moi, discuter, ah voilà, je vous propose mes services. Est-ce que ça se passe comme ça déjà? Parce que moi, je me fais une idée, mais ça se trouve, c'est pas ça du tout. En fait, c'est pas exactement comme ça parce que ça, c'est les agents commerciaux qui font ça. Moi, je travaille pour une entreprise, en fait, je suis salariée pour une entreprise. Okay. Donc, c'est un groupe qui a plusieurs marques, mais ça reste un groupe, une identité de marque, quoi. Et donc, j'ai pas à aller prospecter des marques, tu vois. Moi, ce que je vais faire, c'est vraiment que je vais aller sur le terrain, voir les directeurs de magasins, ou alors les chefs de cuisine, parce que j'ai travaillé aussi dans la restauration collective. Et donc, c'est vraiment à eux que je vais parler directement. Ok, donc, je refais le chemin. Oui. Tu m'as dit commercial, c'est une autre chose, chef de secteur, c'est une autre chose. Donc, toi, tu n'es pas en relation, on va dire, directe, hein, je dis direct. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas aller chercher le client et tout ça. Mais toi, on va t'amener le client et puis tu vas faire ton travail, quoi. Enfin, tu vas l'aider à vendre ses produits et tout ça. Dans les grandes surfaces ou dans n'importe quel secteur, c'est ça? Oui. Oui. Après, il est vrai que, par exemple, en restauration collective, moi, il y avait tout à faire. Donc là, c'était quand même plus nous qui allons voir ces clients-là. Donc en fait, ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des points physiques qui existent, tu vois, et qui ont besoin de nous, en fait. Ils ont besoin de vous. Voilà. Ok, ça marche. Tu m'apprends quelque chose. Génial. Et est-ce que c'est un métier dans lequel tu t'es sentie tout de suite à l'aise ou pas du tout? Alors, pas forcément. Pas forcément parce que quand j'ai commencé, du coup, j'étais toute jeune. Il me semble que j'avais 23-24 ans. Et c'est vrai que mes interlocuteurs étaient principalement des hommes qui avaient le double de mon âge, tu vois. Oh, ouais. Donc ça pouvait être un peu impressionnant. C'est ça. Mais au bout de 6 mois, après, ça m'a vraiment appris à forger mon caractère, en fait. Ok. Voilà. Donc, comme dans tout métier, il y a des préjugés. Oui. On va parler des préjugés aujourd'hui. Quels sont les préjugés qu'il y a dans ton métier que tu entends ou bien que tu as entendu et que tu t'es dit ah ça quand même c'est pas vrai? Moi il y en a deux, c'est le fait que c'est un métier où on fait que parler. Voilà. Ok. Voilà, et aussi où on se balade. Sérieux? Ouais. Ah ouais. Non mais c'est vrai que ça peut être vu comme ça. Hein. C'est vrai parce que il va en rayon et tout, si c'est en grande surface, ben il place et tout, regarde si tout va bien. Oui, vu comme ça, c'est vrai. Et quels sont les pires où tu te dis, bah, c'est le pire des préjugés que tu as entendu? Bah, c'est ce que tu as dit, hein, c'est un peu le côté, c'est comme si on était des voleurs, tu vois. Ok. À vous aussi, en gros Bah, parfois je peux le ressentir. D'accord. Parfois je peux ressentir avec des clients que, ils disent non, mais on n'a pas besoin de vous. Mais alors que moi je suis là en partenaire, je suis là pour les accompagner, pour les aider, pour leur proposer des services. C'est ça. C'est pas. Mon objectif, c'est pas du tout de les voler, quoi. C'est vraiment de pouvoir leur apporter des solutions, faire en sorte que leurs produits se vendent mieux, attirer plus de clients, tu vois. Okay. On a parlé des préjugés tout à l'heure. Eh ben, je te laisse quelques instants pour redorer l'image du métier du chef de secteur. Ok. Le métier de chef de secteur, c'est un métier qui est riche, où contrairement à ce qu'on peut penser, on passe plus de temps à écouter qu'à parler. Ok. Vraiment, tu vois. Et justement, en fait, c'est un métier où on grandit vraiment personnellement parce que on est obligé de se remettre en question. À chaque fin de visite, tu peux ressortir et te dire, ok, bon, qu'est-ce qui fait que là ça a fonctionné, là ça a moins fonctionné. Aussi, on a des personnes, on voit que chaque personne est différente. Donc ça nous apprend aussi à nous adapter, tu vois, à nos interlocuteurs. Et voilà, donc ça développe notre intelligence émotionnelle. Ça développe notre résilience et ça nous permet aussi d'être toujours focus sur la solution. On n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps pour les problèmes et tout. Là, c'est bon, ok, qu'est-ce que je fais? Où est mon prochain rendez-vous? Réactif en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Et donc, comme j'ai parlé de réactivité, tu vois, quelles sont les 4 compétences? Je pense que, bon, moi je l'aurais mis,
puisque je l'ai dit tout à l'heure, réactivité, mais selon toi, quelles sont les 4 compétences qu'il faut avoir pour être un bon chef de secteur? Alors, je pense qu'il faut de l'aisance relationnelle. D'accord. La capacité d'analyse. Ok. De l'autonomie et de l'organisation. D'accord. C'est très, très précis. Ok. Et il y en a d'autres aussi, je pense. Oui, c'est pour ça que j'ai dit selon toi, comme ça on se dit pas, c'est ça automatiquement. Toi, tu parles par rapport à ton expérience, ce que tu as vécu, ce que ça a permis de développer en toi aussi. De tout ce que tu m'as dit jusque-là, moi, je pourrais te faire aussi 4 points qui sont pas les mêmes que les tiens, mais tout ça mis ensemble, ça permet d'être un bon chef de secteur. Tout à fait. Donc, moi, je me posais la question, je me dis, mais elle a fait STMG et tout ça. Est-ce qu'on vous apprend un peu de psychologie, de stratégie de vente? Bon, stratégie de vente, ça c'est sûr, mais la psychologie, surtout de l'humain, parce que moi, je peux me dire, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de tes services, mais qu'est-ce que tu peux me dire pour me faire comprendre que t'as clairement besoin de ça, quoi. Alors, en effet, on apprend des techniques de vente. D'accord. On apprend aussi à s'adapter à différents types de clients. Je sais pas si tu connais le SONCAS. Non. Donc en fait, on peut voir qu'il y a des personnes qui vont plus rechercher la sécurité, d'autres qui sont plus portées sur l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent. Et donc en fait, ça permet finalement, lorsque on apprend à être énormément à l'écoute, comme je l'ai dit. Je le répète beaucoup parce que c'est vrai que c'est la base. Et à poser les bonnes questions. D'accord. Donc ça nous permet d'aller dans une phase de découverte. Ok. Et donc suite à cette phase de découverte, quand on a aussi réussi à identifier finalement la personnalité de la personne en face de nous, lorsqu'on va lui donner les arguments, on sait qu'on va plutôt axer. Par exemple, si c'est une personne qui aime la nouveauté, si j'ai plusieurs produits à lui proposer, la première référence que je vais lui proposer, c'est les nouveautés, tu vois. Enfin, c'est assez simple. Donc, je sais pas si on peut parler psychologie, mais voilà, c'est vraiment réussir à cerner la personne qu'on a en face de nous, lui poser des bonnes questions pour apprendre à la connaître, apprendre à connaître les besoins aussi de la structure, et pour pouvoir lui répondre au mieux, et en effet lui apporter les arguments qui, elles, vont la toucher, en fait. Ok. Et tu penses qu'on peut vraiment vendre sans forcer ou conditionner la personne? Parce qu'aujourd'hui, on a un battage médiatique qui dit pas son nom par rapport aux produits et tout. Est-ce qu'on peut vraiment vendre en 2025, hein? Je pense qu'avant, ça se faisait. Mais aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'on peut vendre sans conditionner la personne? Oui. D'accord. Ok. Oui, enfin, moi, personnellement, je force pas, hein, tu vois. Mes clients, je les force surtout pas. Je pense qu'il faut réussir à amener les bons arguments, tu vois. Et pour réussir à les amener, voilà, comprendre vraiment. Donc, le fait d'avoir compris et le fait aussi d'être calé aussi sur ton produit, tu vas pouvoir apporter les bons arguments. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je propose. Vraiment, je propose, mais c'est vrai que je propose d'une manière où j'argumente aussi. J'argumente sur... voilà, je vous propose tel et tel produit, mais celui-ci, il est vraiment bien. Il est mieux. Okay. Il vous conviendrait par rapport à votre surface, etc. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, en 2025, selon toi, on peut vendre sans forcément conditionner, mais c'est surtout de la proposition qu'il faut faire à la personne qui est en face. Et donc, tu nous as dit qu'il faut savoir bien parler. Mais si moi, je suis timide et tout, comment je fais? Il faut savoir qu'au début, moi, j'étais timide aussi, tu vois. J'étais timide, donc en fait, t'apprends petit à petit. T'apprends petit à petit. Il y a des questions types que tu peux apprendre, que tu sais que tu vas dire à chaque fois. Mais bon, en fait, au bout d'un moment, il va falloir aussi se lâcher. Hein. Mais c'est quand même impressionnant qu'une personne timide se dirige vers un métier où il faut s'exposer. Le mot, c'était pas timide. J'étais pas timide. Mais j'étais peut-être impressionnée au début. D'accord. Mais j'étais pas timide, c'est vrai. Okay. Je pense que pour les personnes introverties, c'est pas forcément le meilleur métier. D'accord. Sauf si c'est un introverti qui veut se surpasser et qui veut sortir de sa zone de confort. C'est comme... Il faut aimer le contact humain, en fait, c'est ça. Oui. C'est comme Pierre. C'est ça. C'est comme Pierre, qu'on a eu, qui est RH, que tu connais. Lui, en fait, c'est une personne introvertie. Il voulait rester dans son bureau, pas commercial, comptable. Donc, rester dans son bureau, etc. Mais il est parti vers un métier qu'il expose aux personnes. Et il a dit qu'en fait, il aime les gens.
il aime le contact, comme tu l'as dit. Donc ça fait que il s'est dit pourquoi pas, et ça l'a aidé à sortir de sa zone de confort justement. C'est important, c'est intéressant de dire ça parce que souvent on se dit non, je suis timide, je peux pas faire ça et tout, ou je suis introvertie, je peux pas faire ça, alors que quelle que soit ta personnalité, souvent c'est pas forcément si important. Mais si je peux ajouter un point vraiment positif à ce métier-là, c'est vraiment le fait qu'on sort de sa zone de confort, mais constamment. Oui. Que ce soit dans le fait de changer de ville, avec les conversations avec les clients. Vraiment, moi, ça m'a vraiment appris à sortir de ma zone de confort, et c'est ce qui fait, je pense que j'avais ce tempérament un peu challengeant, mais ça l'a développé encore plus, tu vois. Ok. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi je suis là, tu vois. Oui. Sinon, je me serais dit non, mais j'ai pas du tout envie de faire une interview. Là, je me dis allez, pourquoi pas, nouveau challenge. Super. Je sais que tu t'en souviens, ta toute première vente. Comment ça s'est passé? Alors, je me souviens surtout de la préparation. D'accord. Je me souviens de la préparation parce que du coup, c'était dans les Hautes-Alpes. Et c'est pas très loin de là où habite ma maman. Du coup, j'étais allée chez elle. Et je m'entraînais en fait à me présenter. Donc, je lui serrais la main et tout, je me présentais. C'était trop marrant. C'était trop marrant. Et donc, après ma première vente, c'était... je me rappelle, c'était un directeur qui était bienveillant, était proche de la retraite. Et ça s'était bien passé. Après, exactement, je me rappelle plus. Mais je sais que voilà, il y avait quand même une personne bienveillante en face de moi, oui. Est-ce que si tu aurais eu une personne qui n'était pas bienveillante, ça t'aurait rétracté dans ton choix de continuer sur cette lancée ou pas? J'ai eu... j'ai fait avec des personnes bienveillantes. J'ai eu des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes, mais après, c'est... Voilà, le métier aussi. Donc, j'ai commencé, moi, par la GMS. Le métier en GMS, il est très compliqué aussi. D'accord. Et c'est des personnes qui ne faisaient pas exprès, hein, tu vois. Mais j'ai eu beaucoup de rejets, ce genre de choses, tu vois. Et je me suis remise en question. Je crois que ça faisait 3-4 mois que je faisais ce métier à peu près. J'étais en alternance. Et je me suis remise en question. Mais je me suis dit, mais moi, je suis là, j'arrive avec toutes mes bonnes intentions. Et on m'envoie balader. Oui. Vraiment, pour la GMS, il faut être prêt. D'accord. Vraiment. Aujourd'hui, je suis plus en GMS. Mais c'est vrai que voilà, on m'envoyait balader. Non, mais on n'a pas besoin de vous et tout. Aujourd'hui, y a pas le temps. Et du coup, on est là, on se dit, mais moi, je dois faire mon métier quand même. Comment on fait, tu vois? Donc, il y a des moments où je me suis remise en question. Mais il y a tellement d'avantages à ce métier. Et puis, voilà. En fait, il faut pas se focus sur une ou deux fois où ça fonctionne mal. Et c'est en ça aussi que je dis que ça m'a fait grandir, parce que quand tu es face à ce genre de situation, tu comprends aussi que c'est pas parce que les gens en fait te rejettent, tu vois, que tu fais mal les choses. Tu vois. Toi, il faut que tu restes, faut que tu restes la même avec l'autre client, que tu restes. Et ça apprend aussi à prendre sur soi. Et voilà, même si tu as une personne qui te rejette, la fois d'après, tu restes souriant, combatif. Voilà, ça m'a appris aussi à être combatif, tu vois. Et c'est ça qu'on arrive, j'ai dit commerciaux, mais ça s'adapte à tout le monde. C'est que quand tu as une mauvaise expérience, tu roules sur ça, tu te dis, bon, prochaine fois, je fais comme ça. Et tu oublies, en fait, que tu dois être humain, que c'est des personnes en face de toi. Et tu rentres dans ta coquille et tu fais sortir le mauvais de toi et pas le meilleur. C'est ça. En fait, ce métier m'a vraiment montré qu'on a cette responsabilité, en fait, d'amener de la positivité. Enfin, qu'on a cette force-là même en nous, tu vois, et que c'est super important, en fait, de ne pas réagir à la situation, mais vraiment d'être constamment souriant, tu vois. Et aujourd'hui, quand il y a des personnes qui me disent non, c'est pas possible, je suis super souriante, ok, génial, quand... Du coup, j'essaye de trouver, tu vois, la petite porte. Ok, je reviens quand? Comment ça fonctionne? Voilà, au début, c'était plus difficile. Au début, je disais d'accord. Je rentrais à la maison, je disais... Bon, et ça, tu vois, c'est vraiment ça que tu grandis dans ce métier, vraiment. Donc, si aujourd'hui on parle de vente, c'est qu'il y a des clients. Est-ce que tu peux nous donner, selon toi, toujours 3 éléments qui déterminent une bonne relation client? Oui, alors, numéro 1, je dirais la confiance. En numéro 2, la confiance, elle est liée finalement à l'intégrité, tu vois. Le fait d'être une personne intègre, de faire ce que tu dis, ça va vraiment permettre de nouer des liens forts, tu vois. La personne, elle va se dire, ok, cette personne, je peux lui faire confiance. Et le troisième, je dirais la relation. La relation dans le sens où, voilà, c'est
c'est toujours bien d'arriver avec de la bonne humeur, d'arriver, tu vois, avec des échantillons, par exemple. Voilà, de montrer qu'on a un intérêt sain et qu'on n'est pas là pour juste vendre et partir, tu vois. Ok. Est-ce que tu as un exemple d'un client un peu difficile que tu as réussi à convaincre tout de même? J'en ai trop. J'en ai trop parce que c'est vraiment... En fait, il faut savoir que toutes les personnes, au départ, c'est compliqué. Parce que la personne, en fait, elle doit avoir confiance en toi. Et ça prend entre 3 et 7 fois pour que la personne, elle puisse avoir confiance, en fait. Ça prend vraiment du temps. Donc, il faut qu'elle puisse te voir plusieurs fois. Donc, après, un exemple type, je dirais en restauration collective. Bon, là, je vais plus parler aussi d'objection, tu vois. En restauration collective, on devait développer donc tous les produits bio et végétariens. Et il y a des budgets, en fait, qui sont limités. Et donc, c'est vrai que quand tu vends des produits qui sont assez qualitatifs, bon, voilà, c'est pas des prix... après, c'est abordable aussi, hein, mais ça peut poser problème. Et donc, j'avais un client qui me disait, non, mais c'est trop cher, je peux pas... Et donc de là, on essaye de chercher. Ok, mais qu'est-ce qui fait que pour vous c'est trop cher? Quel est votre budget? On pose plein de questions pour savoir ce qu'il en est. Donc là, ça permet aussi de mieux comprendre la situation pour pouvoir aussi mieux argumenter. Et donc après, je lui ai apporté des éléments de réponse en lui disant, mais voilà, vous savez que il y a la loi Egalim qui impose des repas bio et végétariens. Là, vous avez un produit qui est bio et végé en même temps. Oui. donc voilà, et puis moi, je peux vous apporter aussi une aide. Enfin, voilà. Okay. C'est des clients difficiles, en fait, il y en a énormément. C'est notre quotidien. C'est ça. Et c'est comme tu dis, c'est qu'à force de faire ce métier-là, tu sais comment dire, t'adapter à chaque profil. Oui, c'est ça, fois. Poser les bonnes questions. Et une qualité aussi importante, c'est aussi savoir faire preuve de douceur et patience, tu vois. Parce que quand on arrive et qu'on impose, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. D'accord. Et jusque-là, quelle a été ta plus belle réussite commerciale? C'était justement en restauration collective parce que là, il y avait tout à faire. Et donc, j'ai développé au sein des Crous, tu vois. J'ai développé un beau réseau de partenariats. Mais c'est surtout pour le sens. Pour le sens, parce que ça a permis, en fait, de proposer aux étudiants des produits bio, des produits végétariens et des produits qui sont sains pour la planète, l'environnement. Donc, voilà. Ok, super. Et dans ton domaine, comment tu restes à jour dans ton domaine? Comment tu... Enfin, moi, dans la com, je sais, mais chef de secteur, pour moi, là, c'est un peu flou. Donc, comment tu restes à jour dans ton domaine? Et aussi, est-ce que c'est un métier qui est évolutif? Est-ce que toi, demain, si tu veux level up, je parle anglais, est-ce que c'est possible ou pas? Oui. Donc, comment on fait pour... être à jour. Pour être à jour, merci. Il y a LinkedIn aujourd'hui. Moi, sur LinkedIn, tu vois, je suis énormément présente. Et c'est trop bien, en fait, tu t'abonnes à des assos, aux autres marques aussi, à tes concurrents. Enfin, voilà, sur LinkedIn, en fait, il y a énormément de choses. Ça te permet vraiment d'être à jour, même sur les lois et tout. Ça. Donc, c'est trop bien. Sinon, nous, on reçoit des magazines. Tu vois, on reçoit des magazines spécifiques sur la bio. Après, sur les réseaux sociaux. Et en échangeant aussi, avec les clients, avec les autres commerciaux aussi. Voilà. Et pour la deuxième question... Pour l'autre, c'était est-ce que tu peux évoluer demain? Alors oui, on peut devenir compte clé. Ok. Voilà. Moi, par exemple, tu vois, là, j'ai des missions en tant que compte clé régional. Donc, ça me permet en fait de déjà négocier avec des enseignes régionales. Après, on peut aussi devenir chef des ventes, donc gérer une équipe. C'est un peu comme être manager. Voilà. Et après, on peut évoluer encore plus. Mais c'est vrai que les métiers, vraiment, l'évolution au sein du... après être chef de secteur, c'est vraiment ces métiers-là. D'accord. Bon. On a parlé de vente, on a parlé de... pardon. De commerce, d'expérience et tout ça. Donc, on va un peu fermer cette partie. Et on va parler de quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus intime, je vais appeler ça intime. Personnel, merci. Donc, tu nous as dit, en fait, en off, que tu as passé des moments assez difficiles. Donc, tu terminais tes semaines avec environ 20 € par mois. Donc, comment
comment tu en étais arrivé à cette on va dire étape-là de ta vie? Alors, du coup, c'était, j'avais 20 € par semaine. Voilà, pour me nourrir, c'était plus ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 20 € d'il y a 10 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc je mangeais très bien. Je mangeais très bien, mais après c'est vrai que j'étais limitée sur toutes les autres choses. En fait, ce qui était compliqué, c'est que c'est quand je faisais mon BTS, j'avais la bourse, mais ma bourse servait à payer mon loyer. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est vrai que c'était pas très simple. Je vais pas te le cacher. Tu ressentais de la honte, de la peur, de la colère. Quels étaient tes sentiments en fait à ce moment-là? Les sentiments que j'avais, c'était surtout de l'inquiétude. De l'inquiétude et j'étais anxieuse. Donc c'est comme si je portais un poids en plus, tu vois. Et c'est quoi qui t'aidait à tenir le coup? Parce que c'était pas facile, hein, j'imagine bien. Donc qu'est-ce qui faisait que tu as su... En fait, moi ce qui me marque, c'est que c'était compliqué et tout, parce que tu l'as dit, les 20 € il y a quelques années, c'est pas les mêmes d'aujourd'hui. Mais c'était tout de même difficile, c'est que tu vis sur le qui-vive. Tu sais pas à quel moment, si t'arrives à un truc, comment tu vas rattraper, parce que t'as pas d'argent, t'en as pas assez. Donc, et à côté de tout ça, tu étais focus dans tes études. Donc, il y en a que ça a beaucoup découragé et qui se sont dit, je vais me trouver un métier vite fait là pour que j'arrive à tenir le coup financièrement. Donc, toi, tu t'es dit non, je vais foncer dans ce que ce que je veux faire. Donc, il y a forcément quelque chose qui te tenait quelque part, peut-être une motivation, ou voilà. C'est ça que je veux savoir. Oui, en fait, là, maintenant qu'on en parle, tu vois, je me dis, je pense que c'est surtout le fait d'avoir fait ces métiers plus jeunes, d'avoir fait d'autres métiers qui me convenaient pas, où je pouvais parfois, quand t'es agent d'entretien, tu vois, que tu fais le ménage dans des hôtels et tout, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Et quand je faisais ça, je me disais, mais je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Donc, ça m'a mis cette conviction, en fait, de me dire, ok, il faut absolument que je travaille bien à l'école, et que je réussisse, en fait, à avoir un métier qui me plaît, en fait, et qui me passionne, tu vois. D'accord. C'est surtout cette notion-là de passion. Donc, ce qui m'a permis de tenir, c'est l'espoir. Vraiment, c'est l'espoir de me dire, je sais que il va y avoir un avenir meilleur. Et je m'accrochais, en fait, à ça. Ah, ça. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même pendant ces moments? J'ai appris à être responsable. J'ai appris à être responsable et j'ai appris aussi la persévérance, en fait. J'ai appris à être combative, tu vois. D'accord. Et je me rendais pas compte sur le coup parce que t'es là, tu supportes le poids et tu continues, mais c'est après où tu vois que ça fait la différence, en fait, dans ta vie, clairement, ça fait la différence, en fait. C'est sûr. Et est-ce que tu en parlais autour de toi? Parce que c'est pas des sujets qu'on aborde facilement comme ça, donc est-ce que tu en parlais autour de toi? Et si t'en parlais pas, pourquoi? Alors, j'en parlais pas forcément. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'en parlais pas. Je voyais pas l'intérêt, en fait, d'en parler. D'accord. Et t'as reçu des aides d'associations ou pas? En fait, pour moi, j'étais pas consciente que mon cas me permettait d'aller voir des assistantes sociales et autres, tu vois. Donc peut-être j'avais un manque de conseils, mais c'est vrai que je me rendais pas forcément compte de ma situation. En fait, tu te rends pas compte de ta situation. Oui, c'est ça. Tu te dis tout va bien et tout. Oui. Je vais bien, mais en fait non. Okay. Je te laisse continuer ce que tu dis. Oui. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, c'est important pour moi, je change de sujet, mais c'est important pour moi, en fait, de faire du mentorat. Parce qu'en fait, y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans des situations compliquées ou qui vont manquer de réseau, par exemple. Et je trouve que c'est super important d'aller vers ces personnes-là et aussi de leur faire prendre conscience de leur potentiel et aussi d'être à l'écoute, tu vois, parce que elles peuvent vivre des choses compliquées. Et vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir me dire, ok, ce que moi j'ai peut-être pas eu, je peux l'apporter, tu vois. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent sur ce que ça fait de vivre avec si peu? J'aimerais en fait que les personnes se rendent compte que c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde et vraiment d'être reconnaissant pour ça. Et également en fait de développer cet esprit solidaire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes dans le besoin que ce qu'on peut penser. Et ceux autour de nous, en fait, tu vois. Donc vraiment commencer par observer son environnement, vraiment observer, parce que les personnes qui sont dans le besoin, elles vont pas demander. C'est pas les personnes qui vont le plus demander, vraiment.
Donc vraiment pouvoir observer et pouvoir soit demander à la personne, ok, comment je peux t'accompagner, ou si on voit, de soi-même en fait, je sais pas si tu vois que la personne elle mange très peu le midi, de toi-même tu vois, tu peux de temps en temps lui ramener des choses, mais sans lui faire ressentir quoi que ce soit, tu vois. C'est ça, c'est vrai. C'est bien qu'on en parle, c'est vrai, parce que souvent, on a des personnes autour de nous où c'est silencieux. C'est ça. On le voit, on se dit, ah, mais pourquoi il porte toujours le même t-shirt, tu vois? Et tu te dis, ah, peut-être c'est son style. Mais au fond, tu sais que ça se trouve, c'est son seul t-shirt, en fait, qu'il a, quoi. Tu vois. Donc, c'est ça. Vraiment, en fait, ne pas être dans le jugement, tu vois, mais vraiment essayer avec douceur de comprendre et d'aider, oui. Et tu as parlé de mentorat. Il me semble que tu es dans des associations, quelque chose comme ça, non? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans l'association? Comme je te l'ai dit, en fait, j'ai toujours eu ce désir. En fait, c'est quand j'étais plus jeune, je me disais, mais quand j'arriverai, en fait, à avoir un métier que je veux, etc., moi, je veux vraiment aider, en fait, ces personnes parce que je me sentais vraiment seule, hein. Je me sentais vraiment seule. Et donc, j'ai vu plusieurs associations qui aidaient justement à mettre en lien, en fait, avec des personnes qui avaient besoin, peut-être juste de conseils dans leur vie professionnelle. Après, peut-être... c'est surtout sur ça, surtout des conseils. Et donc là, maintenant, je fais partie de Article 1 et également de la puissance du lien. D'accord. Donc, Article 1, c'est spécifiquement pour effectuer du mentorat avec des plus jeunes. Et la puissance du lien, il y a du mentorat, mais il y a aussi d'autres choses. Ça nous permet aussi d'avoir accès à des webinaires, par exemple, de faire des moments ensemble. Je suis montée dernièrement à Paris. J'ai rencontré Elisabeth Moreno, qui est l'ancienne ministre de l'égalité homme-femme. Et j'ai pu bénéficier aussi de conseils de sa part. J'ai également, moi aussi, une mentor. Hein. En fait, avec la puissance du lien, c'est pas moi qui suis mentor, mais j'ai une mentor. D'accord. Et c'est génial parce qu'elle me permet aussi d'en savoir plus sur moi-même, de me surpasser. Enfin, en fait, le mentorat, c'est vraiment trop, trop bien. Je le recommande à tout le monde, vraiment. C'est super. Merci en tout cas de nous avoir partagé tout ça. Tu nous as fait comprendre des choses sur toi, sur ton parcours perso et professionnel, pardon. Donc, on va passer une partie un peu introspective. Où tu vas te parler à toi-même un peu et aussi aux gens. Okay. Donc, tu vas juste regarder cette caméra. Très bien. Et tu vas dire à quelqu'un qui traverse une situation similaire, qui est dans le besoin et c'est compliqué, lui dire quelque chose pour le réconforter ou juste pour lui donner des pistes, des portes de sortie plutôt. Ok. Alors, ce que j'ai à te dire, c'est que cette situation, elle ne te définit pas. Parce que la valeur d'un homme, elle se trouve dans son cœur. Et que, il faut que tu continues, il faut que tu persévères. Et essayer aussi de développer aussi cette mentalité où tu vas penser sur du court et du long terme. De continuer, en fait, constamment à investir sur toi-même pour avoir un avenir meilleur, en fait. Et vraiment de rester accroché à ça aussi. Et d'apprécier aussi ce parcours. Il y a plein de choses simples à faire, comme aller courir, aller marcher, passer du bon moment en famille. Voilà, c'est ce que je dirais. Voilà. Persévère. Toujours la même caméra, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut être chef de secteur commercial? Alors, je lui dirais que c'est un très bon choix. Je l'encouragerais vraiment parce que c'est un métier qui est très sympa, surtout lorsqu'on débute sa carrière. On grandit de ce métier. Également, il y a des avantages non négligeables. Souvent, on a un véhicule de fonction aussi. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup quand on démarre une carrière. Et voilà, vraiment, bonne chance. Et puis, si jamais cette personne a des questions, en tout cas, qu'elle n'hésite pas. Ça marche. Et une question que j'aurais aimé qu'on me pose il y a quelques années, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le monde du travail? Toujours la même caméra. J'aurais aimé savoir qu'on n'a pas besoin d'être parfaite pour commencer. Parce que c'est vrai que je me mettais souvent une pression. Et en fait, c'est une pression qui est inutile parce que fait est mieux que parfait. Et d'ailleurs, la perfection n'existe pas. Donc voilà, le plus important, c'est d'être intègre dans ce qu'on fait. D'accord. Ça, c'est la dernière question. C'est qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la Charlotte d'il y a 10 ans? Waouh. J'aurais aimé lui dire que t'es sur le bon chemin,
Donc, continue d'y croire. Super. Dans 10 ans, il faut que tu regardes ça encore. Hein. C'est ça. Donc, on tire à la fin de notre échange. Merci d'être passé. C'était super. Merci on a bien échangé. On va passer à la rubrique surprise, qui n'est qu'un jeu qu'on essaye d'adapter au fur et à mesure, selon le profil qu'on a en face de nous. Donc, j'ai une tasse toute belle. C'est la tasse avec le logo de la chaîne, donc Eureka Talents. Et je veux que tu puisses me donner des conseils pour pouvoir la vendre un jour aux téléspectateurs. Si j'ai des articles comme ça, tasse, t-shirt et tout ça avec le logo de la marque, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Aujourd'hui, en fait, les clients ils sont à la recherche de sens. Donc, il faut vraiment pouvoir donner du sens, tu vois, à ce produit-là. Donc, derrière Eureka Talent, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est vrai. Je dois te répondre là? Oui, c'est moi qui joue? Oui. Alors, derrière Eureka Talent, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le fait qu'on veut apporter du mentorat aux gens. C'est-à-dire qu'on veut conseiller les gens sur leurs métiers, les métiers qui existent, hein, donner une panoplie en fait d'informations sur des métiers qui ne sont pas connus comme chef de secteur. On veut que des gens, quand ils nous écoutent, ils sachent que je peux faire tel métier ou je suis passée par tel moment difficile, donc j'ai écouté Charlotte, ça m'a fortifiée. Je suis en quête de réponses en fait par rapport aux questions que je me pose de manière professionnelle. Est-ce que je dois faire une certification plutôt qu'un diplôme? Donc voilà, c'est ça qui a dans les grandes lignes derrière Eureka. Ben voilà, tu as ta réponse. Il faut juste donner du sens en fait. Ok. Voilà, il faut donner du sens. Ça marche. Bon, merci. Je t'en prie. Est-ce que tu as un mot de fin, quelque chose que tu veux dire? Parce que là, on a terminé. Donc, tu as un dernier mot ou pas? Je dirais que c'est important, oui, de bien choisir son entreprise, de bien savoir pour qui on va travailler et surtout de développer la solidarité entre nous. Ok, voilà. Bon, c'était très beau ce que tu as dit. Merci. Merci à toi d'être venue, ça m'a fait plaisir. Et puis, aussi, bonne continuation dans la suite de ta vie. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Donc, vous avez écouté l'histoire de Charlotte. Elle nous a parlé de beaucoup de choses, d'un métier qu'on ne connaissait pas, donc chef de secteur. Donc, si vous voulez, comme elle a dit, vous intéresser à ça, vous pouvez lui écrire. On va mettre son LinkedIn dans la barre de description. Et ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un exemple de résilience, un exemple de travail, un exemple de quelqu'un qui s'est fixé des objectifs et qui les a atteints. C'était pas facile, mais elle les a atteints. Et je vous invite en tout cas à écouter ce parcours, à le partager à certaines personnes qui ont besoin d'être motivées, qui sont dans le besoin et qui savent pas forcément où frapper. Donc partagez-lui cet extrait pour qu'elle puisse être fortifiée et aidée quelque part. À bientôt et je vous souhaite d'être en bonne santé.